Et votre invité à présent sur Europe 1, Mathieu Béliard, est chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, François-Bernard Huyghe. Bonjour François-Bernard Huyghe. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous à 6h40 ce matin sur Europe 1. Vous êtes donc directeur de recherche à l'IRIS, auteur du livre Terrorisme, violence et propagande aux éditions Gallimard. Votre dernier livre, le prochain en fait, il n'est pas encore sorti. Il est sorti, il existe physiquement. L'art de la guerre idéologique, moi j'avais novembre aux éditions Le Cerf, donc pas encore lu, mais c'est l'occasion de parler, je vous le disais, de ces questions de sémantique. Nos auditeurs sont à l'écoute, j'en suis persuadé. D'abord, c'est quoi un terroriste ? Bonne question. Alors, il y a 200 ou 260 définitions savantes et aucune organisation internationale ne s'est jamais entendue. Alors, en droit français, pour être terroriste ou faire un acte terroriste, il faut faire un crime, quelque chose de grave, je veux dire, balancer une canette de bière sur la police, ça suffit pas, à mon avis, par exemple. Et deuxièmement, il faut le faire dans le but de perturber gravement l'ordre public. Donc il y a l'idée qu'il y a deux choses, le terroriste commet un crime, et deuxièmement, il a une intention politique de créer du désordre, ou alors dans d'autres définitions, c'est de terroriser la population ou d'exercer une contrainte sur les gouvernements du genre libérer nos camarades, sinon je continue à poser des bombes. Alors on va poursuivre sur cet aspect-là, mais j'ai une autre question toute aussi simple, courte en tout cas. Quelle différence vous faites entre attaque et attentat ? Moi je n'en fais pas, mais vous ne faites pas de différence entre attaque et attentat. Attendez, dans le vocabulaire courant, c'est devenu un terrible enjeu idéologique parce que quand on dit attentat, alors attentat en droit français, c'est attentat à la pudeur, attentat à la sécurité de l'État. Dire un attentat tout court sans dire à quoi on attente, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais dans le vocabulaire courant, on le voit dès qu'il y a un mort un peu suspect qui pourrait être relié à l'islamisme ou à l'islamophobie ou à je ne sais pas quoi. Il y a, si on emploie le mot attentat, on sous-entend dans le langage courant qu'il y avait un but politique et qu'en fait cet attentat n'atteint pas seulement ses victimes, les gens qu'on a tués, qu'on a essayé de tuer, mais qui nous atteint tous en tant que citoyens. Et aussitôt, il va y avoir une controverse pour savoir quelles étaient les conséquences de l'attaque, non seulement pour les victimes, mais pour la société. Voilà, c'est ce que j'appellerais les conséquences symboliques. Je ne tue pas seulement une personne, je tue une idée, c'est pas de moi, c'est d'Albert Camus. Et il fallait le citer. Moi, je vais citer le code pénal, article 412-1. Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Il y a cette question d'utiliser les bons mots au bon moment. Absolument. Et selon que l'on soit aussi la bonne personne. Parce que si on parle depuis un tribunal, si on parle depuis une tribune politique ou si on parle depuis un média, ça n'a pas la même valeur. Par exemple, le Parisien aujourd'hui en France remarquait que d'usage en France, les médias vont attendre que le mot attentat soit prononcé soit par un organe de justice, soit par un représentant politique en responsabilité. Alors, absolument. Alors il y a deux raisons à ça. Je crois que les journalistes ont plutôt raison d'être prudents pour lâcher ces deux mots-clés qui vont déchaîner les passions politiques. La première, c'est la peur de se faire ridiculiser. Si vous dites c'est un attentat terroriste et qu'on découvre le lendemain que le type a tué l'amant de sa femme, on est ridicule, quoi. Il n'y a pas d'intention politique ou symbolique. D'autre part, c'est en quelque sorte un déclencheur. Dès que vous avez lâché attentat ou c'est un acte terroriste, on va chercher l'intention politique, appartient-il à un groupe ou pas, et on va chercher des coupables idéologiques. Prenons les exemples très clairs. Dans le cas j'emploie le mot quand même, de l'attentat ou du massacre, si vous préférez, à la préfecture de police, aussitôt on se pose la question, était-il lié à l'État islamique ? Il avait des vidéos de l'État islamique, etc. Donc est-ce que c'était un fou qui fait un massacre de masse ou quelqu'un qui a une intention politico-religieuse ? Et dans le cas de l'attentat de Bayonne, il y a d'ailleurs toute une controverse avec la famille qui veut que ça soit qualifié politique. Vous allez entendre ce matin sur Europe 1 l'avocat des victimes à Bayonne, qui par ailleurs qui travaille aussi sur le cas de Saint-Étienne-du-Rouvray, de l'attaque dans l'église. C'est un avocat qui connaît ces dossiers-là, mais qui réclame ce matin que le parquet antiterroriste soit saisi, et il ne l'est pas.
Alors, les raisons pour lesquelles il ne serait pas encore saisi, ça va probablement changer très vite, tout ça. Vous pensez ? Il y a une contrainte. Il y a une contrainte médiatique et politique. Mais les juges, on leur demande aussi de garder la tête froide, justement. Oui, alors, il faut effectivement mieux réfléchir avant. Alors, les éléments, c'est que, d'abord, il y a une expertise psychiatrique qui montre que ce monsieur de 84 ans, qui tenait des propos pas très cohérents, il disait qu'il voulait venger l'incendie de Notre-Dame. Oui. C'est pas une preuve de santé mentale. Alors, je vous redonne la parole dans une seconde, mais pour nos auditeurs qu'ils comprennent bien, nous recevons des dépêches de l'agence France-Presse. Hier, 10h59, Mosquée de Bayonne, le suspect a une altération partielle du discernement, mais sera présenté à un juge d'instruction. 10h59, 11h01, 2 minutes après, Mosquée de Bayonne, le parquet national antiterroriste n'entend pas se saisir du dossier. Je vous redonne la parole. Je veux juste donner cette chronologie. Alors, là, on est dans une logique où on semble indiquer que ou bien vous avez votre jugement, donc votre acte de tuer des gens au hasard a un sens, et ce sens ne peut être que politique. Vous voulez renverser l'État, provoquer une rédaction de la police, éveiller la conscience de vos citoyens, etc. Et vous vous attaquez à la personne en tant qu'elle appartient à une catégorie. Je veux dire, vous voulez tuer un bourgeois, un policier, un juif, un musulman, un noir, un blanc, un type de droite, un type de gauche, ou bien on semble considérer c'est un massacre, un mass shooting, comme diraient les Américains, un massacre de masse qui n'a pas beaucoup de sens parce que le type a perdu son divertissement, il voulait juste tuer des gens. Voilà. Alors c'est très bien, c'est très bien. On est dans un exercice de pédagogie. Je suis ravi de vous avoir avec nous pour qu'on comprenne bien les mots qui sont utilisés et par qui. J'insiste bien, et par qui. Oui. On parle de Bayonne, on a parlé de Michael Harpon, la préfecture de police de Paris, mais alors là, l'attentat de Nice, juillet 2016. 86 morts. 86 morts, et là, pour le coup, il y a une question qui se pose. La qualification terroriste a été retenue initialement, et l'enquête en cours peine à établir un lien entre l'État islamique et l'auteur des faits qui est décédé au moment de l'attaque. Est-ce qu'on va arriver à un moment à dire que l'attentat de Nice, l'attaque de Nice n'était pas un attentat terroriste ? J'en doute un peu, mais si vous voulez, il y a un mécanisme très particulier depuis quelques années. Autrefois, si je veux dire, dans le bon vieux temps, quand vous aviez un attentat des Brigades Rouges, elles signaient Brigade Rouge et on savait que c'était pour renverser le capitalisme ou l'OAS. On savait pourquoi l'OAS mettait des bombes, parce qu'il y avait des organisations, elles faisaient un truc qui était la revendication, qui est l'explication politique. Vous croyez que c'est un crime, mais en réalité, je tue celui-là pour libérer la patrie ou le prolétariat. C'était clair. Avec l'islamisme, avec une certaine forme du djihadisme, faisons attention aux mots qu'on emploie, il s'est passé quelque chose qui a été très spécifiquement même avec Daesh. C'est le ministre de la propagande et des attentats, Al-Adnani, qui a dit « Je vous donne l'autorisation théologique et politique de frapper qui vous voulez, enfin n'importe quel incroyant, avec un couteau, une pierre ou une voiture. » Et par la suite, on a vu soit des commandos très organisés. Alors les gens du Bataclan avec leur Kalachnikov, je pense que c'est difficile de douter que c'est terroriste, quoi. C'était politique, organisé, ça frappait des cibles symboliques. Mais vous avez aussi des bons hommes, des solitaires dans l'exécution en tout cas, qui se précipitent effectivement avec un couteau, avec une pierre ou avec une voiture. À Nice, sa voiture, ou plutôt son camion, a fait énormément de dégâts. Souvent, il meurt dans l'action. Pour que son acte soit valable, je mets beaucoup de guillemets à tout ce que je dis, vous comprenez bien que je n'approuve pas, valable aux yeux de l'État islamique, il faut que dans son cœur, il ait fait allégeance au calife. Évidemment, mais son cœur, il a cessé de battre. Oui, donc, c'est difficile d'aller vérifier ça. Le secret dans sa tombe, il y a une très, très, très grosse présomption. Voilà. Merci François-Bernard Huyghe. On a besoin de prendre un peu de recul aussi, et c'est ça aussi notre rôle sur Europe 1 le matin, de prendre un peu de recul. Attaque, attentat, terroriste, assaillant, ces mots-là sont parfois un peu balancés. Il faut s'intéresser à quel est le sens de ces mots, qui les dit. Merci François-Bernard Huyghe. L'art de la guerre idéologique, donc paru aux éditions du CERF, c'est bon, c'est sorti. Vrai, il existe physiquement. Et puis auparavant, le livre Terrorisme, violence et propagande, ça c'est aux éditions Gallimard. Merci François-Bernard Huyghe.